Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre et dédiées au thème de l'amour, j'ai choisi d'interviewer Thomas Clair. Avec Cave, publié aux éditions Gallimard, Thomas Clair nous fait descendre dans la cave de ses fantasmes, à travers une sorte de film expérimental projeté sur le mur de cette cave. Dans ce livre, écrit sur le ton de la blague, surgissent des réflexions sur l'amour, la mort, qui font écho à notre vulnérabilité. Roman inclassable où le pouvoir de la langue française se ressent, comme le monsieur loyal de cette cérémonie érotique, et qui se décline ensuite en cabaret mystique, puis en one-man show. Et alors, il ne fait plus si froid dans la cave. Bonjour Thomas Clair. Cave, c'est le film expérimental de vos fantasmes, ou ce sont les fantasmes du narrateur? Ah, en tout cas, c'est un livre de fantasmes, ça c'est sûr. Vous avez dit d'ailleurs film. Et c'est un livre dans lequel il y a des films, dans lequel il y a des images, et dans lequel il y a un personnage qui est moi, je dirais, pour répondre à la question, pour ne pas me dérober à la question. C'est un livre à la première personne, c'est moi et mes fantasmes, mais c'est moi en tant que personnage. C'est-à-dire que le fantasme est quelque chose qui fait partie de la réalité, mais qui en même temps n'en fait pas partie. C'est-à-dire qui est à la fois complètement mental et visuel, et qui en même temps fait partie de l'être humain. Et donc ce livre est une version de moi qui assiste dans une cave à des spectacles de nature plus ou moins érotique, enfin, plutôt plus que moins, mais que ce soit des films ou des petits numéros de théâtre ou de cabaret plutôt. Et puis des petites performances qui ont tout un rapport avec le sexe. Donc voilà, c'est un livre autobiographique, mais avec lequel il y a un jeu à distance, puisque déjà je suis en train de regarder ce qui se passe. Et voilà, c'est en ce sens que je suis à la fois complètement l'auteur du livre, le personnage du livre, mais aussi le spectateur, exactement. Voilà, je pourrais répondre à peu près à cette question qui est une question, disons, c'est vrai, très directe et qui est bien, parce que effectivement j'ai l'air de botter un peu en touche en disant c'est moi et c'est pas moi, mais je pense que c'est quand même assez juste comme réponse. Enfin, c'est la réponse que je ferai, voilà. Il n'y a pas de dérobade. J'espère, dans ce livre en tout cas, pas trop. Enfin, Vous dites dans votre livre: il y avait une injonction à l'amour qui m'a fatigué à peine entré dans la vie. Oui, ça fait partie effectivement du caractère. Bon, c'est un des aspects, on pourrait dire, oui, autobiographiques du livre, hein, puisqu'il y a à la fois des images qui objectivent mes fantasmes, et d'autres qui sont des commentaires sur ces images. C'est peut-être un commentaire sur une image, je ne sais plus exactement où c'est, mais parce que le personnage voit des images et ensuite il commente en même temps. Le lecteur lit les réactions mentales devant ces images, en fait. Et là, sur cette idée d'une injonction à l'amour, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est très... C'est une des choses dont j'avais vraiment envie de rendre compte dans le livre. C'est-à-dire qu'on peut voir l'amour comme une liberté, comme une libération, comme un plaisir, etc. Ce qu'il est aussi, évidemment, mais aussi comme une injonction. C'est-à-dire le fait que si vous n'aimez pas, ou si vous passez à côté de l'amour, vous allez rater votre vie, quoi. En fait, en gros, ça va être catastrophique. Or ça, je trouve que, on en parle assez peu de cette injonction-là. Il y a une espèce de crainte, peut-être, qui est ce que j'ai voulu aussi explorer dans mon livre. Une crainte de ne pas réussir à être à la hauteur de cet enjeu de l'amour, au fond. Bon, c'est un peu une transposition aussi de l'idée de Foucault, selon laquelle il n'y a pas du tout de répression du sexe, mais une injonction au sexe, qui ne laisse pas les êtres en repos, au fond. Alors, il ne s'agit pas je ne plaide pas pour un repos et un non-amour, loin de là, mais voilà, il y a quand même cette idée d'une pression très forte sur les êtres. L'amour est déjà une affaire très compliquée, mais
injonction permanente dans la société, dans les sociétés dites libres, finalement, dans les sociétés permissives, on pourrait dire, qui sont des sociétés dans lesquelles je suis très content de vivre par ailleurs, mais c'est des sociétés dans lesquelles, derrière ce côté permissif, il y a aussi une sorte d'injonction, voilà, à aimer, à être performant, à être, être un sujet, disons, qui doit aimer, au fond. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui est colonisé par, par le désir, par l'amour, par la chair. Bon, je ne sais pas exactement quel mot mettre derrière tout ça, d'ailleurs, finalement, par le sexe, par l'érotisme, mais c'est une obsession permanente. Bon, ça qui, je crois, règle beaucoup la vie des gens. Mais j'ai voulu matérialiser ça, traduire ça, d'un point de vue littéraire, par ce flot d'images. Le personnage est littéralement recouvert par des images, et puis c'est the show must go on, quoi. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. D'ailleurs, à un moment donné, il sort pour aller aux toilettes parce qu'il il crée une espèce d'entracte. Voilà, et puis bon, il revient évidemment voir la séance. Et puis il y a le cinéma, ensuite il y a le théâtre, ensuite il y a les performances. C'est en ce sens que l'amour ou la chair, disons, ne le laisse jamais tranquille. Ouais. Voilà. À la fois pour son excitation et pour son malheur, en un sens. Voilà. Ouais. Vous jouez beaucoup sur les mots, la taille des polices, les contraintes, Thomas Clair, c'est pas trop votre truc. Disons que j'ai essayé d'être quand même assez libre dans ce livre, c'est-à-dire, et notamment la liberté que je me suis octroyée, c'est justement les modifications de police de caractère. C'est-à-dire pour montrer la différence entre tout simplement la vie réelle et la vie fantasmatique. Ouais. Voilà, et ça, j'ai voulu vraiment exprimer cela. C'est-à-dire, par exemple, on voit, je décris les images des films qu'il voit très très simplement, en italique, donc je sais pas, voilà. Et puis ensuite un caractère normal pour, disons, les réactions face à ces images, et puis un corps plus petit qui renvoie à un inconscient du spectateur et un inconscient de ces images, et qui renvoie à des souvenirs sexuels ou à des scènes fantasmatiques, ou des fictions, ou des paroles de chansons, par exemple, tout ce qui vient nourrir l'esprit. Alors ça facilite pas forcément la lecture, mais ça je m'en fichais complètement, c'est-à-dire que je voulais montrer justement le caractère un peu heurté d'un flux de conscience. En fait. Voilà. Et donc là, on peut dire que c'est une contrainte que je me suis fixée comme littéraire, mais je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, j'ai vécu comme une libération au contraire. C'est-à-dire le fait de trouver justement cette différence de police. Ouais. Est-ce que l'écriture permet de faire durer le sentiment amoureux? Alors là, ça c'est difficile à dire. J'aurais tendance spontanément, mais je me trompe peut-être, parce qu'on se trompe souvent quand on est spontané, mais c'est pas grave. J'aurais tendance plutôt à le voir comme une rivale du sentiment amoureux. Ouais. Mais là, bon, j'aggrave mon cas. Non, j'aurais tendance à le voir comme... parce que c'est quand même l'écriture était quand même une espèce d'investissement extrêmement fort. Alors ensuite, évidemment, ça donne une autre dimension qui est d'enrichir profondément la vie. Ça, et donc, du coup, les relations qu'on peut avoir à l'existence, enfin, je sais pas. Donc, l'écriture et la littérature offrent une épaisseur, une doublure, on pourrait dire, à l'existence. Mais... Question Florent Pagny. Savoir observer, c'est savoir aimer ? Puisque vous observez les personnes autour de vous à la manière d'un entomologiste. Là, c'est amusant parce que en fait, c'est une question assez cruelle, je trouve. Parce qu'être entomologiste, c'est être cruel, finalement. C'est-à-dire, c'est regarder un peu les choses, les disséquer un petit peu. Parce que l'entomologiste... C'est la lumière de la recherche. Oui, alors peut-être je préférais l'image... Parce que l'entomologiste, c'est vraiment celui qui pense que les autres sont des insectes, et ce n'est pas du tout ma vision du monde. Je pense que les autres, par contre, j'aime m'analyser et j'aime analyser les autres. Donc oui, il y a un côté... à la limite, je serais plus l'entomologiste de moi-même. Ça, oui, là, je serais d'accord avec ce que vous dites. Je ne crois pas avoir de regard en supériorité sur les autres. Mais par contre, sur moi-même, c'est vrai que j'aime bien le côté assez... l'autodissection, on pourrait dire. Oui, c'est vrai. C'est peut-être d'ailleurs une tradition dans la littérature française, le côté assez psychologique, que ce soit chez Madame de La Fayette
Benjamin Constant, enfin des gens assez... C'est une certaine forme de cruauté, c'est vrai, mais c'est une cruauté aussi qui ne s'oublie, dans laquelle je n'oublie pas de me prendre pour cible. Est-il difficile de distinguer l'amour du désir ? Oui. D'ailleurs, dans mon livre, ce n'est pas clair, sans mauvais jeu de mots. Je ne saurais pas trop distinguer. Oui, tout est confus, tout est mêlé au fond. Tout est assez mêlé, c'est vrai. Oui. Je ne sais pas exactement comment nommer le thème de mon livre. Si c'est l'éros, l'amour, le sexe, la chair, la sensualité. Il y a un mélange de haut et de bas, quoi. Il y a un mélange de sublime et de misérable pornographie. Enfin, il y a tout un... C'est ça qui est assez touchant aussi, je crois, dans les affects humains. J'aime beaucoup ce mélange de haut et de bas que procure à la fois l'amour et dont les êtres humains sont les infatigables pourvoyeurs, finalement. Voilà, et moi y compris, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des tons très variés dans le livre aussi. Il y a un côté... confession brutale, il y a un côté plus analytique, oui, il y a aussi j'espère une espèce de poésie aussi comme ça. J'adore ce qui est brouillé, emmêlé en fait. Ce qui n'est pas clair. Voilà, oui, en un sens, oui. Je trouve ça très difficile d'écrire sur l'amour. Je préfère les traitements picturaux et cinématographiques de l'amour que les traitements littéraires, parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile. Ouais. Et je ne saurais pas. Quand j'ai envie de voir de l'amour, si je peux dire, j'ai plutôt envie d'en voir que d'en lire, parce que j'adore voir la peinture de la Renaissance, ou bien j'ai pas des films de la Nouvelle Vague, ou bien ou écouter des chansons d'amour, mais lire des romans d'amour, je ne saurais pas trop dire. Ou alors il faut que ça soit très éloigné dans le passé, par exemple les sonnets de Ronsard. Je trouve ça très beau quand j'ai redécouvert les sonnets de Ronsard récemment, qui m'ennuyaient terriblement quand j'étais jeune. et là, quand vous lisez ça, mais c'est magnifique, quoi. Moi, en tant qu'écrivain, je ne peux goûter l'amour qu'à distance, par des représentations qui sont d'un autre art que la littérature, ou bien du passé. Vous faites dire à votre narrateur « Je n'aime pas trop le mot derrière, car il est trop enfantin, mais pas assez, comme Lune, qui est beau dans sa pâleur. Le mot « cul » écrase la concurrence, et si je dis « J'ai écrit un livre de cul », on me regarde en salivant ou consterné. » Oui, là c'est une petite réflexion sur les façons de nommer les parties du corps. Et j'aimais bien finalement essayer de trouver un peu quels étaient les mots qui pouvaient être touchants ou pas. Le postérieur, je l'ai oublié celui-là. C'est un mot que je n'utilise jamais, par exemple. Et après, il y a des mots qu'on utilise. Ça pourrait mériter un livre à soi tout seul. Quels sont les mots qu'on utilise pour désigner les parties du corps qui nous plaisent, par exemple? Il y a d'abord un vocabulaire qui nous précède obligatoirement, donc on est obligé de l'utiliser. On ne peut pas tellement le créer, quoi, au fond, ce vocabulaire. Donc là, en ce sens, on n'est pas complètement libre. On bricole, quoi. On bricole. Et il y a beaucoup, par exemple, de conversations post-sexuelles dans le livre, qui sont soit réelles, soit fantasmées, soit imaginaires, soit fictives, soit autobiographiques, un mélange. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, par exemple, la façon dont le langage est lié à l'acte érotique. Soit pendant, soit avant, soit après, soit le silence. Et ça, c'est probablement c'est une synthèse de réflexions que j'ai pu faire sur la façon de nommer les choses de l'amour. Vous avez une préférence ? En l'occurrence, je crois que j'ai écrit, si j'ai écrit un livre de cul, je me demande si je ne l'ai pas mis avec la lettre Q, juste, je ne me souviens plus. Non, je l'ai mis entre guillemets, d'accord, ok. Je me suis amusé souvent, par exemple, à faire ce qu'on faisait dans les années 50, c'est-à-dire à mettre les mots comme la paix respectueuse de Jean-Paul Sartre, la putain respectueuse. Souvent, j'ai mis les mots pour les tronquer un petit peu, comme si c'était des mots qu'il fallait pas trop, parce qu'ils sont usés. Alors, en fait, ce qui me touche, c'est que ce sont des mots très usés, et en même temps, ils sont... c'est des mots, il faut bien les dire, quoi. J'adore l'écrit, évidemment, mais il y a aussi une dimension orale dans la littérature qui, quand même, dans notre civilisation, a été un peu sous-estimée. Enfin, elle a été un peu mise de côté, quand même. Et l'écrit et l'oral, pour moi, sont complètement à égalité, quoi. C'est le couple parfaitement égal de la littérature. Et c'est le couple harmonieux, ce serait l'écrit et l'oral. Et c'est pour ça que j'aime écrire, évidemment, mais j'aime aussi être sur scène, lire, dire... être un peu un personnage, au fond. Thomas, accepteriez-vous de nous lire un extrait de votre livre ? Avec plaisir. Je vais vous lire le début du chapitre 4, qui est l'avant-dernier chapitre, et qui est la descente aux enfers du personnage qui est mon homonyme. Chapitre 4.
Un mort-vivant reprend sa route. À ce point de perplexité, de déshérence, il me faut bien admettre que je suis perdu dans ce trou désolé, sombre et sans aide, qui est ma cave et qui n'est plus ma cave, où je suis entré dans un but que je croyais littéraire et d'où je sortirai un jour, j'espère, détaché de ce but. J'avais voulu faire le ménage dans une pièce vide et je me retrouvais face à une sexualité défaite comme une énorme valise. Votre entreprise débarrasse vos caves et vos greniers. J'ai perdu la perception du temps. Je regrette de ne pas avoir noté plus précisément les minutes d'une expérience dont je ne soupçonnais ni les dangers ni l'étendue. Descendre chez les morts demande une force que je crains de ne pas avoir. Tu es sur ton lit, tu dors. Mais dans cette obstination de taureau qui sera toujours la mienne, j'ai laissé vibrer derrière moi The Cave, dont les ondes bourdonnent encore à mes oreilles. Si le sexe était du bruit, il me rendrait sourd. Puis à mesure que j'approche du royaume, les dernières vagues techno diminuent. Le néant d'une boîte de nuit n'est pas le même que celui que j'aborde. Je sens sous moi la terre devenir grasse, comme sur un chemin de campagne détrempé. Mes pieds s'enfoncent dans une terre meuble, même le silence est ambigu. Je connaissais personnellement peu de morts, et parmi eux, qui consentirait à me parler. J'entends le bruit d'une eau qui coule. Des profondeurs lacustres, un flic-floc permanent qui dégoûte des parois. Les contours s'atténuent. Puis, les brumes gagnent. Mais ce sont des brumes de chaleur, d'où émane soudain une voix rauque. « Je t'attendais, Thomas l'Obscur. » Je sursaute. « Je t'attendais, Thomas l'Obscur. » reprend-elle. J'écarquille les yeux, mais en vain, je ne distingue ni le corps ni la silhouette qui émerge du brouillard, et pour la 3e fois, j'entends sortir la formule fatale de mon nom. Je t'attendais, Thomas l'Obscur. Une flamme surgit alors, d'où se détache la tête d'un homme à la fois barbu et féminine, aux cheveux bouclés et à l'oreille droite percée d'un anneau. Belle tête effrayante, car ses yeux sont caves et blancs, comme ceux des aveugles, et qui reprend « Tu es Thomas, le jumeau en hébreu, l'incrédule en chrétien. » J'essayais de mettre la main sur mon téléphone portable afin d'enclencher l'enregistreur, mais sans succès. Je vois juste le prénom Tirésias s'afficher dans la fonction « Contact indésirable ». L'oracle poursuit. « Tu es descendu dans la cave, Thomas, car tu es obscur à toi-même. » Ce jeu de mots sur mon nom, que j'avais déjà souvent entendu, ou fait par avance pour ne plus avoir à l'entendre, me surprend moins que cette tête aveugle qui flotte dans l'air. Je n'ai rien contre les jeux de mots, mais rien non plus en leur faveur. Les calembours érotiques sont comme les chauves-souris d'une maison qui volaient autour de la langue. En me considérant de façon un peu bouffonne, le devin cherchait-il à me vexer? Me trouvait-il inconsistant, léger? N'avais-je pas écrit poésie? L'homme facile. Verbalement, sexuellement. Puis-je me passer le jouet? Bravo, Thomas Clair. Cave succède à Intérieur, également publié chez Gallimard. Thomas Clair a reçu le prix Paul Verlaine 2018 de l'Académie française pour son livre Poésie, également publié chez Gallimard.